Salut Trekker, faut-il faire le GR20? Bah, la réponse est claire, non. Salut! Non, je vais essayer de préciser un peu mon propos, je vais essayer de... Je suis sûr qu'il y en a certains qui y ont cru, non? Je vais développer mon propos. Je tiens à dire que cet avis n'est que le mien. Je ne suis pas parole d'évangile, je ne donne mes impressions, ce sont que mes impressions, ce n'est que mon ressenti, et surtout ce n'est que mon goût. Donc vous savez, si vous avez vu les vidéos, que je ne suis pas très espace minéral. Donc forcément, déjà le GR20 il partait un peu mal. Mais j'ai 160 raisons pour lesquelles je vous déconseille de faire le GR20. En fin de vidéo, parce que j'ai envie d'être quand même un peu positif, en fin de vidéo, je vous donnerai les raisons pour lesquelles vous devez faire le GR20, vous pouvez avoir l'idée saugrenue de faire le GR20, pourquoi pas. Je pense que ça va être un peu animé en discussion. Encore une fois, essayez d'avoir l'esprit le plus ouvert possible. Je vais essayer de pas asséner des vérités, mais toujours de bien préciser que c'est ma vision des choses et uniquement ma vision des choses. Voilà, c'est parti. Alors pourquoi selon moi il ne faut pas faire le GR20? Alors déjà au niveau économique, ça coûte un pont ou un bras ou ce que vous voulez, mais ça coûte quand même très cher. Pour info, moi j'ai fait un GR20 de façon hyper low cost, même si je suis parti avec Air France, mais j'ai vraiment eu des billets d'avion pas très chers, vraiment pas très chers. J'ai eu de la chance pour arriver à Conca, parce que je l'ai fait du sud au nord, d'avoir Seb qui m'a déposé, donc j'ai pas dû prendre de bus ni de taxi. Arrivé à Calenzana, il y a la maman de José qui m'a déposé au camping, donc j'ai eu du bol. Je suis parti avec beaucoup d'alimentation. J'avais pris quasiment tous mes petits déjeuners avec moi. Alors forcément ça fait du poids, mais ça fait des économies aussi. J'avais eu la chance d'avoir Lyophilisé & Co qui m'avait envoyé des produits lyophilisés, donc j'ai pu les manger sur place. Et forcément, quand vous avez des repas à 25 €, ça tape pas mal. J'avais un sac de entre 12 et 14 kilos. Je crois qu'à l'aéroport, je devais faire 11 kilos, quelque chose comme ça. Si vous rajoutez l'eau et ainsi de suite, voilà, c'est un peu lourd. J'avais ma tente, donc j'ai pas dû acheter une tente, enfin louer une tente. Je devais louer que l'emplacement. J'avoue qu'une ou deux fois, j'ai pas eu à payer l'emplacement. Pour des raisons X ou Y, j'ai pas eu à les payer. Au niveau alimentaire, c'était un peu compliqué parce que plusieurs fois José a payé la nourriture pour nous deux et il voulait pas que je le rembourse, le saligo. Et de temps en temps, je me suis arrangé pour le chanter et lui payer un repas, des trucs comme ça, et il n'était pas content. Donc c'était super étonnant parce que il voulait pas que je le rembourse, mais il veut pas non plus que je paye. Mais bon, voilà. Donc c'est un peu compliqué de vous dire, moi tout seul, voilà exactement ce que j'ai dépensé pour ma nourriture. Mais bon, c'est vrai que j'ai été très économe, mais le GR20, c'est un gouffre financier. Enfin, ça coûte vraiment très cher. Si vous n'avez pas du tout d'alimentation, si vous devez prendre le petit déjeuner sur place, si vous prenez également on verra, c'est un inconvénient, vous ne pouvez pas vous arrêter dans un village. Si vous voulez prendre votre repas du midi, donc il y a des gîtes qui vous proposent le repas du midi, des sandwichs, il faut les payer, enfin, c'est évident, mais le coût est quand même, c'est pas un sandwich à 6 € devant la gare du Nord, quoi. Donc ça coûte quand même. Si jamais vous prenez le repas du soir, vous payez, et en effet, il y a l'allocation de la tente et l'allocation de l'emplacement. Voilà, je pense, alors j'ai pas regardé parce que j'ai pas été concerné, mais vous pouvez facilement taper dans les 100 € par jour minimum. Moi au total ça m'a coûté 548 €, donc pour 8 jours de rando avec, j'ai tout compté, hein, j'ai même compté quand je prenais un café à l'aéroport, tout ça, plus le vol et tout, 548 € et franchement j'ai pas dépensé beaucoup.
Quand vous regardez ce que j'ai fait sur le GR65, donc Saint-Jacques-de-Compostelle, moi je l'ai fait du Puy-en-Velay jusque Cahors, mais j'avais calculé que du Puy-en-Velay jusque Conques, qui est l'étape phare, ce que tout le monde fait, j'avais dépensé 42 euros. 42 euros. Et dans les 42 euros, je m'étais arrêté une fois sur le jour 4, si je me souviens bien, à l'Asbinal en gîte. Alors c'est un gîte municipal, donc c'est beaucoup moins cher. J'ai payé 10 euros. J'étais en gîte avec plein d'autres gens, mais il y avait une douche, il y avait une cuisine en dur, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire. Régulièrement, je m'arrêtais dans les commerces pour acheter du jambon, du fromage, beaucoup de pain, assez souvent du pain. Je me suis arrêté dans un Spar aussi pour faire quelques emplettes. Voilà, 42 euros. Et je crois que j'avais payé l'aller-retour en train de Lille au Puy-en-Velay et après forcément de Cahors à Lille. Je crois que ça m'avait coûté à peu près 100 euros le voyage. Donc vous voyez, le GR20, c'est vraiment un GR très coûteux. Surtout si vous êtes métropolitain. Encore une fois, si vous êtes corse, déjà il y a l'avion en moins à payer. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant. Au niveau écologique, alors au niveau écologique, forcément ce qui coûte à l'écologie, c'est votre transport en avion. D'accord ? Il y a énormément de gens, énormément de métropolitains qui viennent en Corse, et forcément ce transport en avion est très coûteux. Si déjà vous êtes métropolitain, que vous allez faire un GR en métropole, vous pouvez vous déplacer en voiture ou mieux, vous vous déplacez en train. Donc déjà le coût écologique est beaucoup plus faible. Mais là, c'est vrai qu'avec la Corse, c'est très coûteux au niveau écologique. Et encore une fois, lorsque vous voyagez dans un GR métropolitain, vous allez dépenser quoi? Vous allez quasiment rien dépenser parce que vous baladez, vous payez rien, enfin vous coûtez rien à l'environnement. Vous allez dormir un peu à droite à gauche dans la nature, ça vous coûte rien. Et si jamais vous devez faire appel à une structure pour vous nourrir, pour vous loger, ce sont des logements et des commerces qui sont des commerces déjà établis. On n'a pas inventé un commerce pour vous, que ce soit sur le sentier des douaniers, que ce soit sur le GR30, que ce soit sur Stevenson. Quand vous vous arrêtez, le gîte, c'est un gîte qui est autour de la ville. Là, on a quand même affaire à des gîtes qui n'ont... Alors, mes mots sont un peu forts, hein, mais ils n'ont rien à faire là. Alors, les bergeries étaient là avant, d'accord, mais c'est plus des bergeries, il n'y a plus de moutons. Hein. Donc, l'activité demeure uniquement pour les randonneurs. Et d'ailleurs, en hiver, les gîtes sont fermés. Et comment approvisionner ces gîtes ? C'est avec le balai des hélicos. Et je ne pense pas que le balai des hélicos, il fonctionne uniquement à l'air. D'accord ? Donc, encore une fois, tout l'approvisionnement est très coûteux. Alors que quand vous arrêtez sur Saint-Jacques-de-Compostelle dans une ville, donc vous allez aller dans n'importe quelle ville, vous allez pouvoir vous nourrir, mais les commerces nourrissent aussi les gens autour. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose spécifiquement pour vous. Donc je trouve qu'au niveau écologique, aller faire le GR20, encore une fois, quand vous n'êtes pas corse, c'est très coûteux au niveau écologique. Alors il y a forcément la surfréquentation. Alors personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y avait une surfréquentation extrême. Alors il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que j'ai fait une partie du GR65, donc Saint-Jacques-de-Compostelle, et c'est vrai qu'à des moments c'était un petit peu la colonie de vacances où on avait des gens devant, derrière. Après Conques, ça s'est calmé. Hein. Après Conques, ça s'est bien calmé. Mais entre le Puy-en-Velay et Conques, par exemple, il y avait quand même beaucoup de monde, surtout le matin quand tout le monde part quasiment au même moment. Donc bon, il y a ça. Sur le Tour du Mont-Blanc, parfois on est seul. Et à des moments, d'un coup, il y a du monde, mais parce qu'on est à côté d'une station. Donc par exemple, si vous êtes autour de Courmayeur, vous allez avoir plein de gens qui vont au niveau de la station de Courmayeur, qui vont au niveau de la station de ski. Il y a les gens qui font des petites randos à la journée. Donc ça, on l'a aussi sur le GR20. Mais c'est quand même assez calme. Là, le GR20, comme tout le monde est obligé de prendre le même chemin au même moment, parce que forcément, autant sur le GR65, vous pouvez le faire peut-être en novembre, autant le GR20 en novembre, c'est un peu plus confidentiel. Donc, tout le monde est rassemblé au même endroit et tout le monde doit s'arrêter au même endroit sur le gîte, qui
on peut se l'avouer, c'est un petit peu une aberration écologique d'avoir autant de gens au même moment dans un parc régional comme ça. C'est quand même très négatif. Donc c'est vrai qu'à des moments, c'est la cohue. Sur le chemin, ça m'a pas trop gêné, mais c'est vrai qu'en gîte, c'était la folie. C'était vous rassemblez, alors je ne connais pas la fréquentation des gîtes, mais vous rassemblez 50 personnes ou plus au même moment, au même endroit. Donc là, c'est très très chaud, c'est très difficile. Et je trouve que moi, ça m'a complètement cassé mon plaisir, parce que d'un coup, je retombais avec plein de gens. Alors, c'est pas plein de gens où vous arrivez dans un gîte, comme j'ai pu le voir, où vous arrivez dans un gîte avec 10, 15, 20 personnes, point barre. Et là où, à la limite, vous pouvez quasiment discuter avec tout le monde. Là, il y a tellement de gens, tout le monde est en groupe, et vous ne pouvez pas forcément discuter avec tout le monde. Donc, vous êtes entouré de plein d'inconnus, et il y a plein de gens qui grouillent et qui vont partout. Et les gens des gîtes sont hyper occupés à devoir servir, remplir des tables et ainsi de suite. Et c'est un peu le bazar, quoi. Alors le sujet qui fâche, je pense qu'il fâche. Moi j'ai bien entendu pas du tout aimé le fait qu'on m'impose de dormir à côté d'un gîte. Alors je le comprends tout à fait, hein. On est dans un parc régional, c'est pour protéger la faune et la flore, ok. Mais comme je vous l'ai dit dans les vidéos, il y a aucun point positif et il n'y a que des points négatifs. Comme je l'ai déjà dit, je vais être très court là-dessus, on est prisonnier du système, on est obligé d'aller dans le gîte. Vous pouvez pas, il n'y a pas de village sur le chemin, enfin, il n'y a quasiment rien. Je ne sais pas si Vidzavon, on peut dire que c'est un village et ainsi de suite. Il n'y a pas de village. Si vous voulez aller dans un village, il faut prendre une petite variante, il faut faire 1h30, 2 heures de marche, aller au village et remonter après. Et il n'y en a pas toutes les 5 minutes. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de vous arrêter là, les tarifs qui sont prohibitifs sont préétablis et c'est comme ça. Et si vous voulez marcher un peu plus, bah, vous êtes vite coincé, d'accord? Parce que le prochain refuge est quand même loin. Après, il y a des petites anecdotes où il y a des endroits où je n'avais pas vu qu'on pouvait tout compte fait peut-être séjourner ou camper. Voilà, donc j'ai peut-être mal préparé, mais en général, c'est quand même des endroits qui sont bien préétablis. Et en fait, vous avez l'inconvénient d'être obligé de vous arrêter à certains endroits. Et en plus, vous avez l'inconvénient du fait que ces endroits ne sont pas top. C'est-à-dire que, je m'explique, quand moi je bivouac, je cherche un lieu de bivouac. Ben, sincèrement, j'ai jamais trouvé des lieux de bivouac aussi peu accueillants que sur le GR20. Alors je ne parle pas forcément des infrastructures, parce que c'est vrai que dans la nature, j'ai trouvé très peu d'endroits où il y avait des toilettes et des douches, d'accord ? Mais au niveau du terrain, c'est vraiment catastrophique le terrain. C'est vraiment catastrophique. Il y a des cailloux partout, il n'y a rien qui est plat. Dans la nature, pourtant j'ai bivouaqué sur le Tour du Mont Blanc. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de lieux pour bivouaquer, mais quand vous voyez un terrain plat, vous le choisissez, il est vraiment plat, il est vraiment bien, il est vraiment agréable, et surtout il est calme, et ainsi de suite. Là, vous êtes obligé d'aller là, et pour moi, il y a aucun confort, il n'y a pas de confort. Il y a plein de gens autour. Quand vous arrivez tard comme moi, parce que vous avez doublé les étapes, ben, vous n'avez pas trop le choix. Il y a des cailloux partout, c'est en pente, vous allez glisser pendant la nuit. Voilà. Et une fois sur deux, il n'y a pas de douche parce qu'il n'y a pas d'eau, ou les douches sont froides. Les toilettes, c'est vraiment une catastrophe. C'est les toilettes à la turque où les portes ne ferment pas. Donc, encore une fois, je sais que ça peut paraître étrange, mais je préfère aller faire caca dans la nature et me laver dans la rivière que de me dire psychologiquement « Waouh, j'arrive dans un refuge, c'est cool, je vais avoir le confort moderne ». Non, la seule chose qui est moderne, c'est payer 25 € pour une soupe et un plat de pâtes, comme j'ai eu à Karuzu, je mettrai en dessous, et j'arrive et d'un coup je vois que l'eau est glacée, et elle est vraiment glacée, vous voyez? Donc, c'est la double peine, et ça, j'ai pas du tout aimé cette rudesse. Moi, la rudesse, je la recherche sur le chemin. Le terrain est dur, mais je m'attendais à ce que, au moins, puisque j'étais obligé d'être en gîte, j'allais avoir ce confort de gîte, cette facilité de vivre, et ça allait me permettre de bien me reposer et d'envoyer encore plus la patate dans la journée. Alors, l'isolement aussi. L'isolement, on l'a, donc comme je l'ai dit par rapport au village, vous êtes obligé d'aller au niveau des gîtes, vous ne pouvez pas vous arrêter dans un village aux alentours. Il n'est pas question, sauf exception, hein, je crois que c'était à Vergio,
Il n'est pas question de vous arrêter dans une pharmacie ou en tout cas de trouver des pansements, des trucs comme ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si ça ne va pas, vous dégagez, quoi. Dans la plupart des GR, on peut faire un petit écart où vous passez dans un village où il y a des choses comme ça. Donc ok, c'est encore une fois le côté rustique. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal. J'explique juste que voilà pourquoi selon moi il faut pas le faire, parce que c'est compliqué, c'est dur, c'est chaud. On verra après pourquoi on peut faire le GR20 par rapport si on aime ces conditions-là. Donc il y a ça. Il y a une chose que j'ai pas appréciée non plus, qui est un état de fait. C'est pas une critique, c'est juste de dire que, enfin, je dis pas que c'est mal. Je dis que comme c'est comme ça, moi ça m'a pas plu. C'est l'isolement par rapport au réseau. En fait, je me considère en randonnée, je me considère comme un naufragé volontaire. C'est-à-dire que je fais exprès d'aller dans la nature, de m'isoler par rapport aux gens, et je vis ça comme ça. J'ai une certaine rudesse parce que je dois porter des choses lourdes, parce que je dois me laver dans la rivière, et ça je l'accepte. Par contre, même si c'est pas systématique, j'aimerais bien avoir du réseau. Et sur le GR20, j'ai rarement du réseau. J'ai eu une fois, alors peut-être que j'ai pas regardé dans tous les gîtes, hein, mais une fois j'ai eu du réseau, je crois que c'était la première soirée, j'ai eu un petit peu de réseau dans un gîte. Sinon, il n'y avait jamais de réseau. Et parfois, vous avez du réseau sur le chemin, mais vous n'en avez pas tout le temps. Donc moi, quand je voulais avoir des infos, ou à un moment, on a dû appeler la maman de José, en fait, je laissais mon téléphone allumé, et en marchant, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, d'un coup, j'entendais les notifications, et je me dis, ah, j'ai des notifications, donc j'ai du réseau. Là, on s'arrêtait, il fallait pas trop bouger, parce que si vous marchez pendant 2 minutes, vous reperdez le réseau, et là, vous pouvez commencer à faire des choses. Alors, quand je dis réseau, c'est pas parce que je suis un geek et que je veux à tout prix consulter des choses ou mettre des messages sur les réseaux sociaux. C'est qu'à des moments, soit vous voulez donner des nouvelles pour dire je suis là, tout va bien. Ça peut être important pour certaines personnes. À des moments, vous pouvez très bien vouloir regarder la météo en disant demain, est-ce qu'ils ont prévu ci, ça. Nous, on a eu du bol, on a toujours eu du beau temps, mais j'aurais bien aimé à des moments me dire demain, il y a des orages à partir de, je sais pas, de 14h, 15h. Au lieu de partir à 5h du mat, on va partir à 4h ou 3h parce qu'il faut vraiment faire nos 2 étapes tôt dans la matinée. Vous voyez, ça peut être intéressant quand même d'avoir de la météo. Et à un moment, j'ai mes bâtons de marche. Tout au début, les super bâtons de marche que j'ai adorés, tout au début, j'arrivais pas à les monter. C'est-à-dire que je vous ai vu, je les avais testés sur du plat et pas très précisément en partant. Donc j'arrivais à mettre la bonne mesure, mais en fait, je pouvais m'appuyer, il n'y avait pas de souci. Mais sur le GR20, à des moments, quand je prenais une roche, tac, ils s'enlevaient. Je me dis, mince, c'est quand même bizarre, ou je les ai cassés dans le transport. Et donc j'ai voulu aller voir la notice sur le site de Decathlon, et forcément pas de réseau. Donc c'était très très galère. Après, j'ai compris que j'étais un abruti et qu'il suffisait juste de tirer et puis pour bloquer le bâton. J'avais pas eu besoin de le faire dans le nord parce que c'était assez plat. Mais quand j'avais beaucoup de dénivelé, surtout des petits cailloux, il me fallait connaître ce système. Et puis j'ai vraiment galéré. J'ai dû faire 2-3 haltes en embêtant bien José parce que j'arrivais pas à avancer, parce que je voulais à chaque fois essayer d'avoir un peu d'infos là-dessus. Donc vous voyez, à des moments, avoir du réseau, c'est important. Et là, il n'y en a pas. L'aspect minéral, c'est une question de goût. Moi, j'aime pas. Il y en a qui adorent. Je sais que certains d'entre vous adorent. Mais voilà, si c'est pour avoir l'aspect minéral, ne faites pas le GR20. Alors, il y a des choses qui se rajoutent à l'aspect minéral. J'ai pas eu l'impression que sur le TMB, il y avait tant d'aspect minéral que ça. Moi, je trouvais que c'était beaucoup plus vert. Il y a des choses qui se rajoutent. Bon, il y a le côté visuel que j'aime pas. J'aime pas ce côté aride. Il y a le fait qu'on passe quand même beaucoup de temps à faire plutôt de l'escalade que de la vraie randonnée selon moi. Ce qui implique plusieurs choses. D'une part, ça implique le fait que vous touchez tout le temps la roche. Vous êtes très souvent, parfois à 4 pattes, sur plusieurs appuis, tout ça. Ce qui fait que vous êtes sale tout le temps.
Et alors moi, j'ai jamais été aussi sale en randonnée, j'avais toujours les mains dégueulasses, j'avais de la saleté partout, les vêtements étaient dégueulasses. Donc voilà, ça peut en rebuter certains. Si vous préférez marcher, franchement sur le TMB, en dehors des moments où il y a des échelles, j'ai jamais utilisé mes mains pour toucher le paysage. Je marche sur les deux pieds, c'est comme ça que je randonne. Donc là, forcément, c'était très sale. Le fait de se mettre souvent à quatre pattes et de toucher énormément la roche, ça implique aussi autre chose, c'est que la roche, elle est très agressive. Et moi, j'ai été très très vite blessé. J'ai vu beaucoup de gens qui ont été blessés bien plus gravement que moi. Alors moi, j'ai été blessé, j'ai été bien éraflé au niveau des mollets. J'ai été, bon, bien entendu, j'avais mes ampoules, mais ça, c'est comme ça. J'ai été bien éraflé au niveau des mollets. J'ai eu les mains qui étaient coupées, tout ça. De temps en temps, je me suis claqué, j'ai bien saigné. On a quand même vu pas mal de gens qui étaient bien amochés. Il y a des gens qui repartent en hélico. J'ai vu quand même souvent des gens qui saignaient, qui avaient des pansements, des bandages, tout ça. Donc c'est pas un gers anodin, et je dirais même que c'est un gers qui est très dangereux. Il y a des passages avec des chaînes et des échelles. Encore, je dirais que c'est les passages qui sont stressants, mais qui sont les mieux protégés. Mais franchement, il y a des passages où vous glissez, c'est mal parti, quoi. Donc c'est aussi un gers dangereux par rapport à ça. C'est un gers dangereux, c'est un gers qui est agressif par rapport à vous, parce que vous vous blessez facilement. Et c'est un gers qui est très agressif par rapport à vos affaires. Alors, j'ai de la chance, mes chaussures n'ont pas été du tout abîmées. Mes ventilateurs, j'étais persuadé, j'avais vu plein de vidéos sur le GR, où les gens disaient « Ouais, tes chaussures, elles vont exploser, elles vont être mortes en 5 minutes, il faut prendre du scotch pour faire tenir la semelle et tout. » Franchement, je m'attendais à ce que mes ventilateurs, alors qu'elles avaient déjà servi pour d'autres GR, j'avais déjà fait le deuil, je m'étais dit, bon, elles sont bien, ça sert à rien que j'achète des neuves pour le GR20. Je pense qu'elles tiendront, mais elles vont peut-être bien morfler, je devrais les jeter à la fin. Et en fait, les ventilateurs, elles sont nickel. Elles sont vraiment nickel, elles ne sont pas du tout abîmées. Franchement, partout où je regarde, c'est nickel. Donc là, j'ai été super content. J'ai été bien sûr content des bâtons parce que pareil, je pensais que la tige, j'allais facilement, la mine, j'allais facilement la casser parce que plusieurs fois quand même, je l'ai mis dans des cailloux et j'ai tiré et je me suis dit, je vais le casser. Les bâtons ont super bien résisté. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont morflé comme pas possible. Il y a des chaussettes. J'ai des chaussettes qui se sont trouées avec l'usure, avec le frottement. Donc imaginez les ampoules que j'avais quand vous voyez l'état des chaussettes. Voilà, elles ont bien morflé. Il y a mon bas de pantalon qui a été troué. Alors, je ne sais pas comment il a été troué, mais mon bas de pantalon a été troué certainement, voilà, sur des roches. Comme vous le savez, ma gourde Bifree Catadine a été aussi trouée. Je vois tout à fait, hein, à un moment, ça m'a échappé des mains. Elle est tombée sur de la roche. Je l'ai reprise, j'ai appuyé et un petit jet. Donc c'est juste une roche qui a fait un tout petit trou. Bon, heureusement, j'avais du Chatterton sur moi comme j'ai toujours, donc j'ai pu la protéger. Mon tapis a bien morflé aussi. Alors lui, forcément, il était au niveau de mes fesses. Donc il a bien été frotté par la roche, donc il a été bien amoché. Et heureusement, par contre, je suis super étonné parce que mon Osprey, mon Levity, n'a pas du tout été abîmé. Alors il est sale de chez sale. Je ne l'ai jamais vu aussi sale, mais encore une fois, le terrain est très sale. Alors est-ce que c'est parce que j'avais mon matelas de sol ici et qu'il l'a protégé? Je vous avoue qu'il a quand même plusieurs fois frotté sur les roches. Et écoutez, franchement, le Levity, encore une fois, moi qui l'adore, je l'ai trouvé super résistant. Je pensais que c'était sa légèreté, le fait que, voilà, on se dit, bon, ça va pas tenir. Et bon, j'ai peut-être eu de la chance, mais en tout cas, ça a été nickel. Donc voilà, encore une fois, c'est un GR qui est coûteux. Et attendez-vous à ce que vous reveniez avec des affaires cassées, qu'il est 2 fois plus coûteux. Et la chose, non, je ne vais pas dire la chose, une des 40 choses qui m'a le plus embêté sur ce GR, c'est le fait que le sol n'était pas plat. Alors je ne dis pas plat par rapport au D+, D-, mais c'est le fait qu'il y a des cailloux tout le temps. Alors le fait qu'il y a des cailloux tout le temps, ça renvoie à 2 choses. D'une part,
physiquement, ça vous fatigue énormément parce que vous avez toujours vos pieds qui sont en train de faire l'assiette pour que tout aille. Et bien entendu, dans votre chaîne corporelle, il n'y a pas que vos pieds, mais il y a le pied, la cheville, il y a le genou, les hanches. Et c'est vrai que si vous n'avez pas des super genoux, souvent les genoux, on se dit ouais, les genoux ils vont morfler en descente parce que ça va retenir le poids. Mais là, je vous assure que mes genoux et mes chevilles, je les ai sentis pendant un mois encore parce que je sentais que je les avais bien fait travailler. Donc déjà au niveau physique, c'est fatigant le fait que voilà, vous êtes toujours sur des choses comme ça. Mais au niveau psychologique, c'est au niveau du mental, c'est mortel parce que vous n'êtes jamais serein. Jamais vous pouvez dire, comme sur plein de GR que j'ai pu faire, je marche et mon esprit s'évade. C'est ça que j'adore en rando. Je marche et je pense à autre chose. Je marche et je me dis tiens, je pourrais aller là, ou je pourrais faire ça. Ou je marche et je pense à ma vie de tous les jours en disant ah tiens, c'est vrai, je pourrais faire ça. Ah, c'était un bon moment. Voilà, l'esprit s'évade. Là, non, vous êtes toujours hyper concentré à dire le pied là, le pied là, le pied là. Et si je glisse, je me pète la cheville ou je tombe dans le ravin, dans le précipice, d'accord? Donc c'est pas relaxant et c'est d'autant plus pas relaxant que vous ne pouvez pas, sauf à quelques exceptions près, vous pouvez très difficilement marcher, lever la tête et regarder le paysage. Moi, je vous disais souvent, je m'arrête très peu en randonnée parce que quand je marche, je regarde le paysage, je suis pas obligé de m'arrêter pour dire ah, c'est beau, je marche, je suis c'est beau, c'est sympa, tac. Si je m'arrête, c'est quand je veux filmer, quand je veux faire des photos ou quand je veux vous parler. Je m'arrête, je sors le truc, je commence à parler, après je remarche. Mais là, c'était très compliqué. C'est très compliqué de marcher et de regarder, de profiter du paysage. Alors souvent, vous marchez pendant 1 heure ou 2 sans vous arrêter. Vous êtes mort, vous arrivez tout en haut, là vous arrêtez, vous retournez, vous dites waouh, c'est beau. Mais je me disais, mais mec, ça fait 2 heures que c'est beau. C'est juste que tu n'as pas pu profiter de regarder tranquillement le paysage pendant que tu montes. Alors qu'il y a plein de GR, notamment le Tour du Mont Blanc, où vous pouvez très bien marcher. Le terrain est en pente, mais quand même assez plat. En tout cas, il n'y a pas tous ces rochers. Et vous pouvez régulièrement regarder. Alors, je ne dis pas regarder et puis marcher pendant 10 minutes comme ça. Mais vous pouvez régulièrement regarder, marcher 5-6 mètres, regarder à nouveau le terrain, vous dites ok, il y a une ronce là-bas, enfin une souche là-bas, mais ça devrait aller, et puis vous marchez, vous arrivez à la racine, voilà. Donc c'est très compliqué tout ça. Est-ce qu'il faut quand même faire le GR20? Alors, je vais être très dur et méchant. Ouais, je vais être méchant. Pour moi, il ne faut pas faire le GR20. Pour toutes les raisons que j'ai énoncées avant. Au niveau économique, c'est un gouffre. Au niveau écologique, c'est pas pertinent. C'est très dur, c'est très rude et tout. Pour moi, vous pouvez faire le GR20 pour 3 raisons. La première raison, c'est que vous voulez vous la péter et vous voulez dire moi, j'ai fait le GR20. Genre, j'ai fait le Vietnam ou j'ai fait un marathon sur un pied ou en tong. Voilà. Vous voulez vraiment vous la péter et dire je suis allé faire le GR le plus dur d'Europe. D'ailleurs, c'est quoi cette motivation qu'on a, qui est quand même vraiment très conne, de dire je vais faire un GR parce que c'est le plus dur. Sincèrement, quand vous faites de la randonnée, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez de la difficulté, vous recherchez du plaisir, vous voyez, c'est bizarre. À chaque fois que je rencontrais des gens, il y a plein de gens qui n'ont jamais randonné, qui font le GR20. C'est peut-être aussi pour ça que c'est le plus dur d'Europe, parce que tout le monde dit ah, qu'est-ce que c'était dur. Je dis, bah ouais, mais en même temps, t'en as jamais fait, mon gars. Donc, un, t'es pas habitué, donc c'est dur. Et deux, tu peux pas trop comparer, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir faire le GR le plus dur? Vous pouvez pas faire le GR le plus beau, ou le GR le plus simple, ou le GR le plus accueillant, ou le GR avec le plus de monuments touristiques ou de monuments historiques. Enfin, je trouve ça super chelou. La deuxième raison, c'est parce que vous êtes un sportif et vous aimez bien les défis sportifs. Et là, vous cherchez un truc dur, hein, dans le côté, on va faire du D+, on va faire du D-, il va y avoir des marches, il va falloir mettre les mains et tout. Ok. Mais encore une fois, l'accueil en gîte, je le déteste, je l'aime pas. Il y a des gens en gîte qui sont sympas, hein, je dis pas qu'ils étaient pas... Mais c'est la rudesse. Moi, la rudesse, je veux bien la trouver quand je bivouaque dans la nature, mais
Bivouaquer dans un refuge et avoir des choses encore plus rudes que dans la nature, je trouve ça un peu bizarre, surtout pour claquer 50 euros ou plus, quoi. Euh, donc je peux comprendre si vraiment vous voulez quelque chose de physique. Euh, Pourquoi pas. J'ai failli rajouter un détail sur le côté physique. Si vous voulez vraiment que ce soit physique, prenez toute votre bouffe et votre tente. Mais voilà. Dire waouh, j'ai fait le super GR en 7 jours, mais par contre, j'ai jamais porté ma tente, j'ai jamais porté à manger. Et arrivé à Vitzavon, il y a des gens qui m'ont échangé mon sac pour avoir des affaires neuves. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais on n'a pas fait le même GR, quoi. Mais bon, voilà. Euh, donc voilà, vous voulez faire ça pour ça. Ou alors, et ça c'est même dommage, faites le GR parce que vous êtes corse. Et avec José, plusieurs fois, on s'est dit, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de Corses. Et les gardiens de gîte disaient, mais il y a essentiellement des méridionaux qui viennent, des méridionaux, des métropolitains qui viennent, mais des Corses, il n'y en a pas tellement. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de Corses que ça qui fassent le GR. En tout cas, on n'en a pas croisé beaucoup. En même temps, ils ne sont pas beaucoup sur l'île par rapport à la métropole. Mais voilà, ça c'est très pertinent. Alors déjà, vous êtes corse, donc à mon avis, vous adorez le côté minéral, comme José qui était en amour devant son île de beauté. Vous n'avez pas d'avion à payer, vous êtes du coin, vous connaîtrez mieux votre pays. Donc ça, ok. Mais pour toutes les autres raisons, non, non. Vous voulez faire un GR avec du D+, je peux vous en donner en France, enfin en France, en métropole. Vous voulez un GR qui soit rude, il y en a en métropole. Il y a plein de choses comme ça. Mais toutes ces petites choses mises bout à bout me font dire c'est pas pertinent de faire le GR. Alors après vous allez me dire et toi pourquoi tu l'as fait? Parce que je suis con, c'est tout. C'est juste ça. C'est parce que je savais que je n'aimerais pas. J'aime bien faire plein de GR et je m'étais dit c'est quand même dommage. T'as fait le GR30, t'as fait le tour du Mont Blanc. Ce serait bien que tu testes aussi celui-là, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai fait. Je savais que j'aimerais pas, mais je me suis dit j'ai envie de tester. Mais je ne l'ai pas fait en me disant je le fais parce que c'est le plus dur d'Europe. En plus, qui peut dire que c'est le plus dur d'Europe? Enfin, voilà. Ou alors vous avez déjà fait tous les GR d'Europe et vous avez pu regarder un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, tout ça, et puis pouvoir comparer. Mais voilà, je suis pas sûr que les écrins soient si simples que ça par rapport à le GR20. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres GR qui sont très compliqués. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi, tiens, si vous trouvez qu'il y a des GR qui sont aussi très très durs. Sincèrement, je trouve que ce qui est dur dans le GR20, c'est ce côté jamais plat. Et on arrive en gîte, on est obligé de s'arrêter dans les gîtes. Et on a la rudesse du gîte. Ça c'est compliqué. Mais franchement, quand vous trouvez sur le tour du Mont Blanc un terrain bien plat, et vous posez votre tente, vous êtes devant le Mont Blanc, entouré de verdure, avec de la neige devant vous, et vous êtes dans le calme, et ça vaut toutes les douches du monde. Ça vaut tous les réchauds du monde, et ça vaut toutes les lasagnes ou les soupes à 25 € du monde, d'accord? Moi, je préfère largement avoir mon petit lyophilisé ou ma petite semoule que je vais manger dans un endroit calme, à regarder des chamois qui se baladent, que de regarder une trentaine de randonneurs qui font la queue pour aller se prendre une douche froide avec un petit filet et puis une chiotte à la turque. Ça, c'est plus reposant pour moi. Voilà. J'espère avoir pas été trop méchant et trop vindicatif sur le fait que je n'aimais pas ce GR20, que je le trouvais très rude, très dur, et que je ne voyais pas la pertinence de le faire, parce que c'est pas forcément la rudesse et la difficulté que je recherche. Ou en tout cas au niveau écologique, au niveau économique, je trouve ça un peu une aberration de le faire. Dites-moi ce que vous en pensez, si je suis le seul ou si on est plusieurs à penser ça. Dans les commentaires, il y a quand même beaucoup d'abonnés qui m'ont dit vu tout ce que tu dis ou vu ce que je vois, je le ferai pas. Et on va faire un truc en question. Dites-moi, j'ai un pote qui me dit j'aimerais bien faire le GR20 parce que j'aimerais bien me niquer les pieds, dépenser plein d'argent, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller comme autre GR? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller? Moi j'ai ma petite idée, hein. J'ai des idées de GR qu'on pourrait proposer à quelqu'un qui est en métropole et qui voudrait faire un GR
Ou il peut y avoir un peu de dénivelé, mais il va pas forcément, il va prendre du plaisir, il va voir des belles choses, il va pas forcément morfler et dépenser 60 euros par jour pour, voilà, pour ça. Je vous attends en commentaire, à très bientôt.